C'est très joli, Sushitoto. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette ville. Oui, il y a beaucoup de touristes ici. Sûrement parce que la ville a beaucoup de charme, avec ses maisons colorées et ses vieilles rues. En vérité, c'est une très jolie ville. Ces petits taxis, on les trouve uniquement à Sushitoto ou il y en a dans tout le Salvador? On ne trouve ces taxis qu'à Sushitoto parce qu'ils sont trop petits pour être utilisés ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup d'autres moyens de transport, mais beaucoup moins économiques que celui-ci. C'est pourquoi ils sont très utilisés par les habitants et qu'il y en a autant. Bah, c'est la première fois que je vois des taxis comme ça, c'est génial. Eh bien, hola todos, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir au Salvador pour mes nouvelles échappées belles. À peine le pied posé à Sushitoto, cette ville du Salvador, eh bien, j'ai trouvé ce pourquoi je suis venu ici, des petites façades colorées, une effervescence, ce petit taxi, bref, un concentré d'Amérique latine. Et je crois que ce pays est resté très authentique. C'est précisément ce que je suis venu chercher ici. Hop là! Muchas gracias! Le Salvador, c'est un pays qui vit une transition absolument extraordinaire. Ce pays était gangréné par les gangs jusqu'à il y a quelques années. Et il y a une politique sécuritaire qui a considérablement réduit la violence, parfois au prix d'atteintes aux droits de l'homme. En tout cas, il y a beaucoup de critiques à ce sujet. Et aujourd'hui, la situation s'est apaisée. Et ce pays, qui est à peine aussi grand que la Bretagne, se rêve maintenant véritable Eldorado pour les voyageurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu le visiter aujourd'hui. Le Salvador a tourné une page importante de son histoire. Nous étions associés à des choses négatives, les gangs, les meurtres, comme des criminels. Maintenant, je suis patriote et fière de ce que devient mon pays. Un pays qui se redécouvre. On est sur une route cabossée, mais elle nous emmène vers un lieu magique. La beauté de cet endroit, c'est qu'il n'est pas encore un lieu touristique. Il est encore préservé. Waouh, comme c'est beau! Fier de ses traditions, Là, je coupe les fleurs. Comme ça apporte un peu de gaieté à la tombe. Autour de la Vierge, nous avons mis plusieurs images de personnes qui nous ont quittés. Même si elles ne sont plus là, nous voulons leur montrer qu'elles vivent encore en nous et leur témoigner notre amour. Ici, j'ai mangé 17 poupoussas épicées, mais ailleurs, j'en ai mangé jusqu'à 30. et proche de la nature. C'est un endroit où l'on profite de la beauté des oiseaux. Tu perds complètement la notion du temps quand tu viens ici. C'est vraiment un paradis pour nous. C'est une immersion dans la forêt, c'est hallucinant. Bienvenue chez toi. Avec ses anges gardiens, Laver les tortues, m'occuper d'elles avant que je ne les laisse partir en mer. C'est mon travail, c'est ça que je dois faire tous les jours. En ce moment, je m'occupe de 4000 tortues. et ses héros. Tu es prêt pour un cours de surf avec moi? Ouais, c'est ça. Ah, je suis venu pour ça, moi. Bienvenido a El Salvador. J'adore l'ambiance de cette ville.
Tu vois, Brian, j'ai l'impression que Suchitoto, c'est une ville extrêmement typique. J'aurais pu la voir il y a 150 ou 200 ans, cette ville, c'est vrai ou pas? Oui, c'est comme un voyage dans le temps. On remonte 200 ans en arrière et on découvre comment étaient les habitants ici. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, toi, à Suchitoto? C'est l'architecture, parce que tu es toi-même architecte. Tu trouves une inspiration dans cette ville particulière? Oui, bien sûr. Mes parents m'emmenaient ici dès mon plus jeune âge. Et je me souviens avoir toujours été fasciné par toutes ces maisons colorées au style très varié. Ça m'a beaucoup influencé. Tu vois les 3 chaises devant l'entrée? Ça me rappelle mon grand-père, qui faisait pareil à son époque. Les anciens ont cette habitude de prendre une chaise, de la poser devant la maison et de saluer les passants. Je sais que toi, tu es un des pionniers de l'écotourisme ici. J'ai vu que tu utilisais les vieilles recettes architecturales que les anciens utilisaient. Tous les matériaux que nous utilisons ici au Salvador dépendent de la météo, de la situation géographique de la ville. Il fait trop chaud, alors on ouvre les espaces. Ce dont on a besoin ici, c'est de faire entrer le maximum d'air dans la maison. C'est pourquoi il y a de grandes ouvertures aux maisons. Il n'y a pas de fenêtres, mais de simples rideaux. Toutes ces techniques, j'essaie de les incorporer dans mon travail. Et je vais te montrer, tu vas adorer. Je crois aussi. Ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais là. Oui, cette petite brise est rafraîchissante. Perfect. Il est très grand ce lac, très imposant. C'est le plus grand du pays. Ce n'est pas un lac volcanique. Il est artificiel. C'est une retenue d'eau qui produit de l'électricité. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'installer ici, alors, à créer cet hôtel imbriqué dans la nature? Il y a quelques années, une ancienne cliente m'a dit qu'elle louait aux touristes un logement que je lui avais conçu. Et à cette même époque, j'avais vu des vidéos présentant différentes techniques d'utilisation du bambou à Bali. Et là, ça a fait tilt pour moi. C'est hyper intéressant de t'écouter. Tu vois, j'ai encore plus envie de voir l'écologe que tu as construit. On est bien là, il y a du vent, il y a le bruit des arbres. Ce lieu s'appelle Chatanango. C'est ici que j'ai grandi. Ça, c'est le portail qui mène à ton lodge. Ah, c'est beau ça. C'est un gong en fait. C'est une immersion dans la forêt, c'est hallucinant. Bienvenue chez toi. Dis donc, le petit écrin là. Voici le coin salle à manger et ta piscine privée. Et le hamac, spécialité du Salvador, ça. Il vient de la ville voisine. La plupart de ces lodges contiennent entre 5 et 10% de bois recyclé. Tout ici est fait à base de matériaux naturels. Et pour obtenir un environnement aussi verdoyant, nous recyclons l'eau et la réutilisons pour le jardin. T'as toujours vécu ici, toi, ou pas, Brian? Petit, j'ai vécu à Winnipeg, dans la province de Manitoba au Canada. Après la guerre civile, mes parents ont pensé qu'il était mieux pour nous de grandir dans un environnement sûr. Après les accords de paix, ils ont imaginé que le pays pouvait évoluer positivement. Et ils ont décidé de revenir au Salvador. La guerre civile, la mainmise des gangs, tout ça a façonné l'état d'esprit des Salvadoriens. Ici, les gens ont une force en eux, car ils ont dû faire face à beaucoup de difficultés. Ils sont plus résilients et beaucoup plus heureux maintenant, car tout commence à changer.
Merci d'avoir organisé ça, hein. C'est super. C'est des danses traditionnelles de la région? Oui, et c'est très sympa de voir la jeune génération les reprendre. Ouais, et puis dans le décor que tu as recréé ici, c'est juste parfait, quoi. Ismaël, je vais te présenter mon cousin Nestor. Salut Nestor. Voilà. T'es pas trop fatigué parce que danser comme ça sous cette chaleur, ça doit pas être évident. Hein. Oui, je suis un peu fatigué. Mais quand on danse, on se sent libre et heureux. On oublie tous nos problèmes. Et les costumes, alors, ils viennent d'où? Parce que j'ai vu que les filles avaient de très très beaux costumes aussi. La cumbia fait partie intégrante de notre pays, de nos traditions, de notre folklore. Ces costumes tiennent leur origine auprès des femmes qui portaient des châles. Ils symbolisent la délicatesse de la femme salvadorienne. Les autres costumes symbolisent eux leur beauté. Tu veux apprendre la cumbia? Ah bah oui, avec plaisir. C'est simple, il suffit d'avancer ton pied droit, puis de le reculer. Ok. 3, 2, 1, go! 1, 2. Now let's finish your body. Ok. Et merci Brian, hein. Merci pour tout. Hein. C'est trop cool. Ok, bravo. L'équipe, là pour la descente, vous faites attention parce que c'est un peu compliqué, ok? Mauricio est guide. Aujourd'hui, il emmène un groupe de Français sur les pentes d'El Cachillo, l'un des volcans les plus actifs parmi les 240 que compte le Salvador. Ce qu'on voit, c'est l'ancienne partie du cratère. Donc c'était l'intérieur du cratère. À l'époque des Mayas, l'éruption qu'il a fait, ça a effondré la moitié du cratère. On est dans une zone où il se trouve environ 17 volcans. Donc c'est pour ça que c'est une zone très active, où on voit encore beaucoup de geysers. Il y a quelques années, il n'aurait jamais pensé pouvoir emmener des touristes sur ce volcan. Avant, il y a 10 ans, faire des randonnées comme dans l'endroit où on se trouve en ce moment, c'était presque inimaginable. Parce que tous ces sentiers-là, ils pouvaient être très dangereux. Ils étaient contrôlés en général pour les gants. Maintenant, c'est une chance qu'on a et en fait, tous les Salvadoriens sont en train de découvrir nos pays parce qu'avant, on ne pouvait pas. Attention, il ne faut pas mettre les mains trop profondément parce que c'est chaud. Masque de beauté, de jeunesse. C'est le secret en fait, c'est le secret du Salvador. C'est pas facile de faire le cheese. Et on peut faire des cluberies. Depuis 2022, Mauricio fait découvrir son pays aux touristes. Cela n'a pas toujours été le cas. En 2015, menacé par les gangs, il s'exile en Europe, persuadé de ne jamais pouvoir revenir. Quand on vit dans une situation dans laquelle tout est violence, insécurité, ça ne nous permet pas de voir les choses sympas, jolies que le pays peut nous donner. J'ai rêvé en fait un jour de retourner au pays pour aider à ce pays à lui donner une meilleure image. Le plus important pour moi, c'est que j'ai trouvé le fait de me sentir fier d'être salvadorien. Après des années de chaos, le Salvador, désormais présenté comme l'un des pays les plus sûrs au monde, attire de plus en plus. Elisa est française. Elle a rencontré Mauricio en Europe. Ensemble, ils ont lancé leur agence de voyage. Bonjour Christina. Salut Elisa. Je suis prête à apprendre. Aujourd'hui, elle teste un atelier d'art qu'elle envisage d'ajouter à leur prochain circuit. Ce qui me plaît, c'est que les gens se sentent libres, que tout le monde ne fasse pas la même chose.
Cet atelier, Elisa ne l'a pas choisi par hasard. La peinture naïve est l'essence même de l'art populaire du Salvador. D'où te vient cette envie de faire des fresques? Déjà petite, je peignais sur les murs de ma chambre et ma mère me laissait faire. Je suis très inspirée par la nature qui m'entoure et les coutumes locales en les montrant toujours de façon positive. Le credo d'Elisa, proposer un tourisme immersif et durable hors des sentiers battus. L'idée, c'est ça, en fait, c'est d'avoir vraiment une expérience avec quelqu'un de local pour créer un souvenir, parce qu'on se rappelle souvent des lieux qu'on visite, mais surtout des personnes qu'on a rencontrées sur un voyage. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait cette connexion avec les locaux aussi, à travers des expériences diverses. Ensuite, je vais gratter un peu la surface. Ah, ok. L'expérience que moi j'avais vécue quand j'étais venue la première fois, j'avais envie de le faire vivre à des voyageurs francophones ici, qu'ils aient la même sensation de waouh que j'ai pu vivre la première fois dans le pays. Partager leur amour du pays, c'est aussi ce qui anime Julio et Claudia. Regarde là, au centre. Ensemble, ils ont créé il y a à peine un an une chambre d'hôte, la Maison des Colibris. Là, regarde en bas, vers le bas. Un lieu unique au Salvador qu'ils ont dédié à l'observation des oiseaux. On venait souvent ici pour essayer de voir un colibri en particulier. Et un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas acheter un terrain ici? Et c'est comme ça que l'idée est née. 50% des plantes du jardin sont des plantes endémiques. Je me suis beaucoup promené autour du cratère ici pour observer les interactions entre les colibris et les fleurs. Le reste des plantes qu'on a sélectionnées, nous savons qu'elles sont riches en nectar et donc elles attirent énormément les colibris. Avec la Casa Colibri, le couple prône un tourisme durable, proche de la nature. C'est un endroit où l'on profite de la beauté des oiseaux. Tu perds complètement la notion du temps quand tu viens ici. C'est vraiment un paradis pour nous. Julio est l'un des rares guides spécialistes des oiseaux au Salvador. Régulièrement, il se rend sur la côte dans la mangrove. Là, regardez, un héron brun. C'est un adulte, magnifique. Quand il ne guide pas des touristes, il forme les conducteurs de barques au tourisme animalier. Le plus important avec les touristes qui observent les oiseaux, c'est d'avoir de la patience. C'est l'une des forêts de mangroves les plus impressionnantes, pas seulement au Salvador, mais probablement de toute l'Amérique centrale. Le Salvador possède de multiples écosystèmes. Tous ces écosystèmes coexistent sur un petit territoire. C'est ce qui fait la beauté du pays. Nous avons presque 600 espèces d'oiseaux. Regarde là, essaie de le voir aux jumelles. Il est juste là. Personnellement, je pense que l'avitourisme, c'est-à-dire le tourisme ornithologique, c'est l'avenir. Car ça apprend aux communautés locales que leur environnement a une valeur. C'est une source de revenus pour eux, et du coup, ils savent qu'ils ne doivent pas l'endommager. Et c'est cela qui est le plus important. Comment vas-tu? Une seule bise au Salvador. Bienvenue. Content de te voir et bravo, hein. Tu es trop fort. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Le surf, c'est un sport qui me remplit de bonheur. Tu fais du surf depuis que t'es enfant? Non, je suis née et j'ai grandi en ville. Et je suis venue sur la côte il y a 18 ans.
Je suis tombée amoureuse. C'est magnifique ici. C'est très beau. Tu es prêt pour un cours de surf avec moi? Ouais, c'est ça. Bah, je suis venu pour ça, moi. Bon, Ismaël, il faut que je me dépêche. Parce que le dimanche, je dois m'occuper de mon association, les filles de la mer. Et je dois aller chercher les filles. Tu m'accompagnes? Ah bah oui, carrément. C'est avec elles que tu vas me donner une leçon de surf? Elles vont le faire. C'est elles qui vont t'apprendre. T'es très optimiste parce que moi, je pars de très loin quand même. Allez. Ceinture. Oui, chef. On va prendre Genesis, Merari et Ashley. Juste 3 filles aujourd'hui. Et tu fais ça tous les dimanches alors? Oui, tous les dimanches. Je passe les prendre et je les emmène surfer. Salut! Je suis hyper en retard. Hola! Voici mon ami Ismaël. Salut. On va la mettre dessus. C'est bon? J'adore. Ça va? Tout le monde est bien? À tout à l'heure. C'est parti. J'adore cette ambiance souris. C'est l'école de surf. Surfer Street. Et tu as toujours cette énergie complètement dingue, souris? Oui, et je n'ai pas bu de café ce matin. Ah ouais, d'accord. Mais j'imagine qu'il faut avoir la pêche quand on monte une association comme la tienne. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer d'ailleurs cette organisation? En fait, lorsque j'ai commencé à surfer, je ne voyais aucune autre fille salvadorienne à l'eau avec moi. Je me suis demandé pourquoi. Ici, la vie est assez rustique. Il n'y a qu'un seul schéma. L'homme travaille et la femme reste à la maison, cuisine et fait des enfants. Donc il y a 7 ans, j'ai créé l'association Les Filles de la Mer. J'apprends aux filles tout ce que je peux. Ce sont elles qui décideront si elles veulent intégrer une fédération de surf, faire du surf en loisir ou pas de surf du tout. Main droite en bas, on se penche sur le côté. On regarde le ciel. Changer de main. Comme ça. Allez, allons surfer. Let's go surfing. On va faire comme les filles, profiter des vagues et de la mousse. Les filles, venez vous asseoir en cercle. Levez la main, celle qui a réussi à surfer une belle vague. Bravo. Qui peut me dire ce que c'est? Un peigne. Qu'est-ce qu'il fait dans le sable? Il libère des microplastiques qui sont si petits que l'on ne peut pas les voir. Ils restent dans la nature pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'on mange qui vit dans la mer? Du poisson. Et que mangent les poissons? Du plastique. Donc nous aussi, nous mangeons du plastique. Donc quand on trouve un déchet en plastique, on le ramasse, ok? Vive les filles de la mer! Ça va, vous avez eu le temps de vous doucher, de vous changer?
Oui, c'est bon. On a bien surfé, on s'amuse beaucoup et après on se sent super bien. Et ce que j'aime vraiment, c'est donner le meilleur pour dépasser mes limites. Et toi alors, qu'est-ce que t'aimes dans le surf, ma grande? J'aime passer du temps avec Suri et toutes les filles. Et tu t'imagines un jour devenir professeur de surf ou championne de surf ou travailler dans le surf? Ça va dépendre si je progresse. Et vous avez trouvé que je me débrouillais bien ou pas? Oui. Ouais, merci. C'était cool. Hey, Suri! Ça va? Oh, ça a été une longue journée aujourd'hui. Ouais, vraiment. T'as ramené les filles, ça y est, c'est bon? Oui, chacune est en sécurité chez elle et on peut apprécier la fin de journée. C'est beau l'ambiance ici le soir, hein, le coucher de soleil. Il y a quelque chose de très doux avec le roulis de l'océan aussi. Pourquoi est-ce que tu concentres aujourd'hui tes cours de surf et tout ce que tu amènes d'ailleurs à toutes celles qui te suivent? Pourquoi est-ce que tu concentres tout cela sur les filles? Il y a encore énormément de violences domestiques ici, au Salvador. La grande majorité des femmes souffrent de ça. J'ai donc décidé de les aider, car j'aurais aimé avoir une Suri quand j'étais petite. Je le suis maintenant, pour d'autres petites filles. Et j'utilise le surf comme une thérapie. J'espère qu'un jour j'aurai la chance de revenir ici et de voir plein de jeunes femmes, ou de femmes tout court d'ailleurs, qui seront instructrices de surf, peut-être championnes de surf. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment que ça arrive aussi. Tu peux revenir quand tu veux faire du surf. Ah bah là, tu vas voir, quand je vais revenir, ça va être la folie. Là, vers le bout. Oriente-la dans cette direction. Mets une fleur jaune. J'en mets aussi en haut? Oui, tu peux les planter simplement. Au Salvador, la religion catholique rassemble près de la moitié de la population. Et le jour des morts est une tradition incontournable pour les habitants du pays. Pour moi, c'est une tradition importante. Le petit garçon qui est là, c'est mon petit-fils. Ça me mettrait mal à l'aise si je ne venais pas déposer des fleurs sur sa tombe. Pour moi, c'est une joie de venir le saluer avec des fleurs. Pendant 2 jours, famille et amis se réunissent sur les tombes de leurs proches disparus. Les Salvadoriens redonnent vie au cimetière dans la bonne humeur. C'est mon père. Il est là depuis 9 ans. Là, je coupe les fleurs. Comme ça apporte un peu de gaieté à la tombe. Le bleu, ça représente les hommes. Le rouge, les femmes. Et le jaune, l'amitié. À Quetzaltepeque, depuis plus d'1 siècle, les femmes fabriquent des fleurs, en papier, pour le jour des morts. Celui-là? Oui, un orange et un petit violet, s'il vous plaît. Nous vendons les fleurs à la douzaine. Les gens viennent pour choisir, la plupart d'entre eux achètent des fleurs en vrac. Nous vendons tout au long de l'année, nous fabriquons des fleurs tout le temps. Dans la famille Tobar, Dorita, aujourd'hui âgée de 97 ans, est celle qui a permis à cet artisanat de devenir un commerce florissant. Ces 7 filles font aujourd'hui vivre cet héritage unique. Celle-ci s'appelle Palma Calada, comme un palmier ajouré à cause de sa forme. Elle est vraiment belle, les gens l'apprécient beaucoup. Celle-ci, c'est la fleur la plus populaire que les gens aiment. Elle s'appelle Tatiana. Dans le commerce, on trouve surtout la Tatiana et la Baby. Une à une, les femmes assemblent les fleurs en papier pour créer des compositions. Il faut une attention de chaque instant. Les fleurs trempées dans la paraffine sont particulièrement fragiles. J'aime vraiment ce travail parce que je suis née dans les fleurs. C'est une entreprise reconnue. Je ne pourrais pas faire autre chose. Ça fait partie de moi. J'ai ça au fond de mon cœur. Le jour des morts, les célébrations dépassent largement les limites du cimetière. À Nahuizalco, à la nuit tombée, les rues s'illuminent d'autels dressés en hommage aux défunts.
Les proches disparus sont entourés de leurs plats favoris et de bougies censées guider leur chemin. Autour de la Vierge, nous avons mis plusieurs images de personnes qui nous ont quittés. Même si elles ne sont plus là, nous voulons leur montrer qu'elles vivent encore en nous et leur témoigner notre amour. C'est un moment de partage qui renforce les liens familiaux et communautaires. Ángeles somos del cielo, venimos pidiendo canchules para nuestro camino. Canchultía. À chaque hôtel, de la nourriture est distribuée. Traditionnellement, cela s'est toujours fait ici dans notre ville. Les hôtels sont toujours construits autour d'une image qui représente la dévotion et l'union entre deux cultures. La culture préhispanique et la culture espagnole de l'époque coloniale. Et nous appartenons à cette fusion où les deux cultures coexistent et se maintiennent au fil du temps. Au Salvador, le sacré imprègne profondément la vie quotidienne des habitants. Et les fêtes patronales rythment le calendrier. Comme à Salcuatitan, où l'on fête chaque année l'archange Saint-Michel, le saint protecteur du village. Alexander et ses amis participent chaque année à la fête. Leurs costumes, importés de l'histoire espagnole, évoquent la guerre entre les chrétiens et les Maures. Les fleurs, la couronne, c'est symbolique. Il doit toujours y avoir un roi dans chaque groupe, parce qu'il y a le groupe des morts et le groupe des chrétiens. Les rois dirigent le groupe. Ils doivent donc porter leur couronne. Et leurs couronnes sont plus élégantes que les autres. Nos traditions ne sont en général pas écrites. C'est une transmission orale. Mon arrière-grand-père l'a fait, mon grand-père l'a fait. Ça garde le village vivant. Il y a beaucoup de jeunes catholiques. On fait donc ça pour qu'ils se disent « c'est sympa à faire, j'aimerais aussi y participer ». Voyons voir en haut. Ah, ce sont des pins. Ils sont encore chauds. Cette année, c'est Adela qui a la lourde charge de mener à bien toute l'organisation de la fête en l'honneur du saint patron du village. Et ça commence pour elle par mettre la main à la pâte. Cette fois, j'ai 35 personnes qui m'aident. Cela fait beaucoup de monde. C'est 10 personnes de plus qu'il y a 2 ans. On fait ça depuis plus de 100 ans. Elle a commencé quand elle avait environ 14 ans. À ses débuts, c'était à peu près pareil. D'aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours appartenu à une confrérie. C'est quelque chose avec lequel nous avons grandi. Le groupe de femmes, bénévoles, cuisine les spécialités de la confrérie. Des gâteaux préparés uniquement pour cette occasion. Pour Adela, qui a émigré avec ses parents aux États-Unis en 1985, participer à cette célébration est une façon de ne pas rompre avec les traditions de son village. C'est l'une des raisons qui me permettent de rester proche du Salvador. Cela me permet de rester proche de mon peuple et de mes racines. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mes enfants. Nous venons spécialement pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons. C'est important. C'est important pour eux de savoir qu'il y a des racines solides ici. La procession s'élance derrière l'archange Saint-Michel, porté avec fierté par des jeunes femmes. À l'arrière, des adolescents grimés en personnages de légende tentent d'effrayer les passants. Ici, croyances religieuses et récits mythiques se croisent, donnant naissance à un syncrétisme singulier. Pour Adela, c'est une réussite. Plus de 300 personnes sont venues assister à la fête. Tous les gens que nous attendions sont venus. Ils ont répondu présents comme on l'espérait. Personnellement, je trouve cela formidable. Leur soutien a été admirable. Je suis très heureuse, vraiment comblée. Grâce à l'argent récolté par la vente des gâteaux, la fête patronale pourra à nouveau avoir lieu l'année prochaine.
Salut Ismaël. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Muy bien. Très bien, malgré la chaleur. Ouais, je suis d'accord. Il fait très vite chaud ici. Hola. Bonjour, je m'appelle Cécile. Cécile. Ismaël. Enchantée Ismaël. Ravi. Vous habitez dans ce petit village alors? Oui, et voici ma maison. On a la plus belle vue mer. On m'a dit que ce village est un village un petit peu touristique, mais je trouve que c'est pas aseptisé, tout ce que je découvre en ce moment. Parce que c'est un vrai quartier de pêcheurs. Ici, on vit tous de la pêche. Chacun a son matériel et on sert nos crevettes et nos poissons frits. Mais justement, Cécile, tu le vois changer ton village, même ton pays, je dirais? Oui, tout a changé. Nous travaillons ensemble avec le ministère de l'Environnement, parce qu'ici, c'est devenu une zone naturelle protégée. On doit bien ramasser le plastique, le caoutchouc, que les plages soient bien propres. C'est super important car la mer est notre seule ressource. Et depuis, nous voyons beaucoup de touristes étrangers, mais aussi des visiteurs du Salvador. Et tu es contente, toi, qu'il y a plus de touristes désormais, vu que la situation sécuritaire s'est améliorée? Ici, on n'a jamais connu les gangs. On ne les intéresse pas, mais plutôt ceux qui ont de l'argent, pas les pauvres comme nous. Mais je suis quand même très contente car tous ces changements qui arrivent, ce sont nos petits-enfants qui vont pouvoir en bénéficier. Ce sera de mieux en mieux pour eux. Il faut qu'on aille retrouver Melvin en mer. Tu as dû le voir passer à 6 h du matin. Il voulait repérer les baleines. Ah, il est parti à 6 h en éclaireur alors. C'est bien, c'est un héros, hein, ce Melvin. Il y a beaucoup de jeunes biologistes qui viennent ici pour préparer leur thèse. Et Melvin, je le connais depuis longtemps. Il était tout petit. On va essayer de le retrouver. Allez, on y va. Merci, hein, Cécile. Pourquoi les baleines viennent particulièrement ici, sur cette partie de la côte, Paola? C'est une zone d'accouplement et de mise bas pour les baleines à bosse. Elles se nourrissent dans les eaux californiennes principalement. Elles viennent ici du mois de novembre jusqu'à mars ou avril. Et l'une des hypothèses expliquant pourquoi elles viennent jusqu'ici, pourquoi chaque année elles reviennent ici et parcourent des milliers de kilomètres, ce serait parce qu'il y a moins de prédateurs ici. C'est aussi parce que les eaux sont plus chaudes, ce qui est mieux pour les bébés qui n'ont pas encore beaucoup de graisse. Et les eaux ici sont moins profondes, moins agitées, ce qui est mieux pour elles. Ils sont énormes, ces bateaux. Ils vont en Asie pour la plupart, par le canal de Panama. Ils vont au Japon, par exemple, où ils sont très gros. Donc la route des bateaux, finalement, croise la route des baleines, quoi. Oui, et c'est comme ça partout sur la planète. C'est Melvin qui est là-bas? Oui, c'est lui. Ok, cool. Regarde là. Oh, Melvin! Ah là là, elle est là-bas. Bonjour Melvin. Salut. Alors? Il y en a 2. Il y a le petit juste devant. Elle nous escorte. Oh là là, c'est magique. Waouh, quelle chance de voir ça. Allegria. Oui, ce sont de beaux spécimens. C'est génial. J'ai vu que tu as directement sorti ton appareil photo, Paola. C'est quoi le but de la mission aujourd'hui? Aujourd'hui, on voudrait prendre des photos de leur nageoire caudale. Chaque nageoire arrière est unique. Donc avec ces photos, on peut identifier les individus. On centralise ces informations sur une plateforme qui s'appelle Happy Whale. Comme ça, on peut étudier où et quand sont passées les baleines. Donc ça permet d'en savoir plus sur son comportement, ses déplacements. Oui, tu ajoutes tes données et tes photos aux autres. Et tu peux étudier à partir de ce catalogue gigantesque. Ah ouais. Elle sort. Elle sort, elle sort, elle sort. Elle est tout près. On a à peine le temps de sortir l'appareil.
Melvin, toi, t'en as vu des milliers des baleines, mais j'ai l'impression que ça t'émerveille encore. Oui, chaque individu est différent. Donc à chaque fois que tu rencontres un groupe, t'es tout excité de savoir si c'est Juan, si c'est Maria. Qui sont ces baleines? Ça m'émerveille toujours autant, à chaque fois. Je peux voir les photos que tu as faites des baleines qu'on a observées? Oui, bien sûr. Fais voir ça. Regarde, là tu as la mère et son petit. Les mâles ont souvent des cicatrices sur le corps. Je pense que là, c'est une morsure d'orque. On peut comprendre la vie d'une baleine en l'observant. On peut savoir si elle a eu des bébés et même si elle est grand-mère. Donc je comprends mieux maintenant ce que m'expliquait tout à l'heure Paola. C'est qu'elles viennent ici près du rivage pour pouvoir se protéger des prédateurs qui sont un peu plus au large. Oui, il y a beaucoup moins d'orques ici que dans les eaux plus froides des États-Unis ou du Mexique. Un petit n'est pas aussi agile qu'un adulte. Une orque qui passe par là n'en fera qu'une bouchée. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu as réalisé d'autres opérations avant qu'on te rejoigne? Oui. On fait des enregistrements acoustiques. Cet appareil s'appelle un hydrophone. Il capte les sons subaquatiques. On pourrait entendre une mère faire des vocalises avec son petit, par exemple. Paola a l'enregistrement d'un chant de baleine. Ok. C'est un chant que l'on a enregistré ici il y a 2 ans. Ah ouais. Waouh, c'est trop fort. Ce sont les mâles qui chantent. Et sous l'eau, ce chant peut s'entendre à des centaines de kilomètres. Ah oui, carrément. La première fois que j'ai entendu un chant de baleine, j'en ai pleuré. Pas de tristesse, mais de joie. La joie d'entendre quelque chose de tellement unique. Je voulais aussi te montrer ce qu'on fait. On récupère des échantillons de peau. Celui-ci, je l'ai récupéré après le saut d'une baleine ici. Quand elle retombe, on peut retrouver des morceaux comme celui-ci à la surface de l'eau. C'est une mine d'informations pour nous. Et alors justement, il y a une question que je me posais en venant ici. On sait que les baleines, un peu partout dans le monde, elles recouvrent leur population, mais qu'il y a des endroits où quand même certains groupes sont en danger. Ici, c'est le cas. La population d'Amérique centrale est estimée à seulement 1500 individus. La menace est très forte. Tous les ans, certaines meurent prises dans des filets de pêche, d'autres se font percuter par ce genre de bateau. Donc cette population d'Amérique centrale est menacée d'extinction. Il faut plus que jamais les protéger, y faire attention. Quand j'entends tout ça, franchement, je vous dis bravo, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour la protection de ces animaux. Écoute, merci, Melvin. C'était trop fort de vivre ça avec toi. Et merci aussi, Paola. Docteur Paola. Non, pas encore. Merci à toi. Dora s'occupe de la nurserie de l'association Ambas pour la conservation des tortues. Comme à chaque éclosion, elle compte les bébés tortues qui viennent de naître. Ces bébés viennent d'eux récupérés sur les plages par des bénévoles et amenés jusqu'à la nurserie. En été, elles naîtront au bout de 50 jours. À cette période de l'année, l'éclosion prend plus de temps parce que la température du sable ne baisse pas vite, ce qui rend les bébés tortues moins actifs. Pendant la saison de ponte, des milliers de tortues naissent chaque jour dans les locaux de l'association. Dora va les garder pendant 3 jours. C'est ça le nombril de la tortue. Quand elle naît, il reste ouvert. On appelle le cuchillito, ça peut attirer les poissons. Et le risque, c'est qu'ils arrachent ses entrailles. Normalement, après 3 jours, ça se referme et elles peuvent partir en mer. Ici, toutes les petites tortues ont réussi à éclore. Un taux bien supérieur à celui observé dans la nature. Une réussite pour Dora.
Depuis le temps que je travaille ici, ces tortues, c'est comme mes bébés. Laver les tortues, m'occuper d'elles avant que je ne les laisse partir en mer. C'est mon travail, c'est ça que je dois faire tous les jours. En ce moment, je m'occupe de 4000 tortues. Dora veille sur les nouveau-nés jour et nuit. Et elle en est fière, car c'est grâce aux tortues qu'il y a 25 ans, elle a pu trouver un travail pour sortir de la pauvreté. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à lire, à écrire. On ne me donne pas un gros salaire, mais cela me suffit pour faire face aux dépenses du quotidien. Je suis fière de tout ça, parce que grâce à tout ce que j'ai appris, mes enfants aussi réussissent leur vie. Dora a transmis sa passion aux jeunes du village. Ils viennent régulièrement nettoyer la plage ou viennent pondre les tortues. Tous ces déchets que certains ont tendance à jeter par les fenêtres des voitures ou des bus finissent par arriver ici, sur la plage. Et les tortues de mer peuvent parfois confondre les sacs en plastique avec les méduses. Et donc elles risquent de s'étouffer avec. Je viens d'une famille de pêcheurs. Et depuis que j'ai 15 ans, j'aime protéger l'environnement. En plus, avec ma famille, on a toujours voulu aider l'association Ambas. 4 des 7 espèces de tortues marines de la planète reviennent chaque année pondre au Salvador. Toutes sont menacées d'extinction. Les dangers sont nombreux. Pollution, braconnage de la viande et des œufs. L'implication des communautés locales est essentielle pour leur sauvegarde. Nous sommes un territoire hautement prioritaire pour la question de la conservation des tortues marines. Les gens continuent de consommer des œufs de tortue. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un pourrait risquer une amende de 30 000 $ ou 5 ans de prison, tout ça pour 75 centimes par œuf. Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est pour cela que nous devons travailler d'arrache-pied. Juan est devenu l'un des plus fervents défenseurs des tortues. Il n'en a pas toujours été ainsi. Cet ancien pêcheur était aussi braconnier. Au fil des années, il a pris conscience de l'importance de protéger la nature qui l'entoure. J'ai changé. J'ai pris un virage à 360 degrés. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de la personne qui a su adopter le changement et qui a réussi à montrer à sa communauté qu'il est possible de changer. Et pour que le changement continue, Dora reçoit régulièrement des touristes. Ça, c'est la tortue Carey. Elle est connue parce qu'elle possède des écailles. Ce n'est pas comme celle-ci, la Golfina. Elle est différente, elle n'a pas d'écailles. Pour 5 €, chacun contribue à la survie de l'association. Grâce à votre contribution, nous pouvons entretenir la pouponnière et veiller sur les œufs de tortue pendant leur incubation. Ça empêche que ces œufs ne se retrouvent vendus au marché noir. L'association relâche 100 000 tortues chaque année. Ça me donne une émotion et ça me rend triste forcément. Parce que quand elles partent, elles sont si petites. Elles sont totalement sans défense. Mais dans la nature, ça se passe comme ça. Elles doivent vivre leur vie. Ces grandes fougères sont des vestiges de la végétation qui existait à l'époque des dinosaures. Ce sont des plantes préhistoriques. Tu vois, moi, la forêt, Melvin, ça m'a toujours fait un petit peu peur parce que c'est un milieu que je connais pas du tout. Mais là, je trouve qu'on a un sentiment d'apaisement incroyable. Il y a le bruit des oiseaux, on sent que c'est luxuriant. Puis je crois aussi que je suis très motivé par l'idée qu'on marche ici pour aller grimper sur un des plus beaux volcans du Salvador, quoi. Pour moi,
Même si j'ai décidé d'aller étudier en ville, c'est la même chose. Mon cœur est heureux ici, dans cette végétation, au contact de la nature. Ça me transporte immédiatement dans l'insouciance de l'enfance. Ce type de forêt s'appelle la forêt brumeuse. On peut observer l'association de certaines orchidées avec les arbres. La plante profite de l'humidité de la branche et l'arbre profite de certains de ses parasites. C'est une relation vertueuse. C'est l'une des valeurs de notre culture ancestrale toltèque, la réciprocité. Tu me parles de ta culture toltèque, c'est une des cultures indigènes du Salvador, c'est la communauté dont tu es issu? Oui, la culture toltèque est présente de l'Alaska jusqu'au Nicaragua. Cette philosophie s'est diffusée pendant plus de 800 000 ans. C'est une des civilisations les plus avancées de l'histoire. Pendant que l'Europe se développait à travers ses guerres, ici, en Amérique latine, le développement était spirituel. Bon, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit coup de cœur pour cet endroit en particulier. Là, j'ai vraiment l'impression d'être très dépaysé. Une très belle ambiance sur ce volcan avec toute cette brume-là. Oui, ici, il faut compter sur la chance. Certains jours, c'est très dégagé. Et d'autres, c'est nuageux, comme aujourd'hui. Avec un peu de chance, on verra le cratère. Je me disais, Melvin, en voyant ta tante Catalina grimper, là, avec les petites chaussures, la jupe, et elle crapahutait devant, comme ça, moi j'ai du mal à la suivre des fois, j'ai été assez impressionné. Oui, les locaux ont une très bonne condition physique, parce qu'ils ont l'habitude de marcher des kilomètres chaque jour et de faire des travaux dans les champs. Chaque jour, je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir continuer à travailler et entretenir la terre, comme je le fais depuis que j'ai 11 ans. Il culmine à quelle altitude ce volcan, Melvin? Nous allons arriver à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le volcan le plus haut du pays. Ilamatepec signifie le père de tous les volcans. C'est une montagne qui est importante dans la culture des gens d'ici. Oui, à travers son processus de création, il a généré le sol et tout ce qu'il faut pour faire pousser du café et tous les autres fruits. Et c'est un volcan très actif. Sa dernière éruption date de 2005. Alors voyons voir ça. Waouh! Ah, c'est beau ça. Tu devines au fond, on aperçoit un magnifique lagon bleu ciel. Waouh, comme c'est beau. Ça se mérite, hein, Catalina? Oui, on est heureux d'arriver en haut. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est une très belle expérience. Melvin, est-ce que c'est ici qu'est née cette passion et cette volonté de préserver cette nature? Oui. Quand j'ai commencé mes études de biologie, mon ambition était de travailler dans un lieu comme celui-ci. Et toutes ces pierres projetées par ce volcan ont donné naissance à ce récif, qui est devenu un véritable écrin pour la vie marine. Il y a de la nourriture, des abris, beaucoup d'oiseaux. Ah ouais, donc c'est hallucinant parce qu'il y a une vraie connexion entre ce volcan, ce qui se passe à terre, et la vie marine extrêmement riche. C'est un véritable trésor. C'est le seul récif du Pacifique. Ta maison est complètement perdue au milieu de la forêt, Melvin, sur les pentes du volcan. Oui, on est une vingtaine de personnes à vivre dans la même maison. J'ai grandi avec tous mes cousins et mes tantes, parce qu'il y a le seul point d'eau douce du coin.
Cet arbre, je le vois pousser depuis que je suis né. Il a probablement une centaine d'années. Et qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là alors? Ce sont des feuilles de morita. Et on va aussi préparer nos galettes pupusas. On espère que ça va te plaire. Là, je suis content, tu vois, de découvrir la cuisine d'ici, c'est top. Ça fait une belle journée. C'est vraiment notre plat traditionnel ici à Outxupciarriba. Je peux vous aider? Oui, bien Allez. sûr. Voilà. Tu dois détacher les feuilles sans prendre les tiges. Comme ça? Ici? Oui, comme ça. Super. Tu as compris. Et de quoi vivent les gens alors dans cette région Catalinas? Nous travaillons dans des fermes. Nous cultivons des orchidées, du maïs, des haricots, du café, des poules. Ta tante et toi, vous êtes beaucoup plus rapides que moi pour couper les herbes. C'est sûr. Je vais te montrer la cuisine typique des campagnes salvadoriennes. C'est un polletón. C'est comme un lit en bois. Les bûches vont créer un tapis de braise en brûlant. On cuisine une fleur comestible qui pousse dans la forêt. On met du beurre, des tomates, un peu de sel et voilà. Et là, ce sont les feuilles que l'on a préparées. L'alimentation des campagnes, c'est ça. C'est vraiment très nourrissant. Notre boisson traditionnelle, surtout ici. Attention, c'est brûlant. On l'appelle atoll d'ananas. Il en existe différentes sortes. L'atoll de maïs torréfié, l'atoll chouco. Eh ben, je vais le goûter maintenant. C'est trop bon. C'est très sucré, mais c'est très doux en même temps. Je retrouve, tu vois, un petit mélange goyave, ananas, des saveurs vraiment très fruits exotiques. Tu peux lui expliquer comment tu fais? Tu prends la boule de pâte et tu la fais tourner comme ça. Après, tu essayes de l'arrondir du bout des doigts. Voilà, fais-nous une belle tortilla. Elle sera bien ronde ou bien carrée. Comme ça? No sé. Ok, ça. Bueno. Tu peux la poser là. Attention. Voilà. Magnifique. Ah, Catalina. Ay, el gato se te va a comer la Très bon. Excellent. Le côté un peu épinard ici, ça se marie très très bien avec la tortilla. Et quand on grandit ici, Melvin, comment ça se passe pour l'école? Je ne suis pas allé à la maternelle, mais le meilleur jardin d'enfants était ici, au milieu de mes cousins. Après, bien sûr, il faut aller en ville pour pouvoir se rapprocher des collèges et universités et pouvoir faire les études que tu veux. Mais on a toujours cette pulsion qui nous ramène à nos origines. Je sens que c'est extrêmement important pour toi depuis que je t'ai rencontré de rester connecté à tes racines et de faire partager tes racines. Et je te remercie d'ailleurs pour ça. C'est toi qu'il faut remercier d'être venu d'aussi loin pour apprendre à nous connaître. On offre toujours le meilleur aux visiteurs, même si c'est peu. Merci. Au Salvador, le hamac est un incontournable. Il accompagne chaque instant du quotidien. J'utilise beaucoup le hamac parce que mon fils se sent plus détendu dedans. Il y dort et c'est aussi plus facile de l'allaiter. Quand il y a une fête, comme une baby shower, c'est le cadeau le plus courant. Et c'est dans le village de San Sebastián, réputé pour son artisanat, qu'on trouve depuis toujours des hamacs. Il a l'air plutôt joli, celui-là. Est-ce que c'est le plus grand? J'en ai de presque 1 mètre de large. J'ai appris ce métier simple grâce à mes parents.
On parle des années 70. Presque tout le monde possédait un métier à tisser. La plupart du temps, 1, 2, voire 3 par maison. Après la guerre civile, rares étaient ceux qui possédaient encore leur atelier. Les gens ont pris leur retraite ou les ont abandonnés. Les filatures et les usines de coton ont été incendiées et nous nous sommes retrouvés sans matière première. Celui-là, il est fait en crochet. La guerre civile dont parlerait s'achève en 1992, juste avant que les premiers gangs ne s'installent. Aujourd'hui, il vend environ 2000 hamacs chaque mois. Nous perpétuons un héritage que nous suivons à la lettre. Nous en sommes fiers parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le travail est rare ici. Alors, avec le peu de moyens que nous avons, nous faisons le maximum pour créer des emplois. Une quinzaine de familles travaillent aujourd'hui dans l'entreprise. À l'arrière de la boutique, on tisse les hamacs à la main sur des métiers à pédales inchangés depuis des décennies. Anthony a appris sur le tas en pratiquant. J'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai vu dans certaines vidéos ce qui se faisait ici. Ça a attiré mon attention. Dès le premier jour de mon arrivée, je me suis mis au travail parce que j'aime vraiment ça. J'aime les motifs et les couleurs travaillées ici. J'ai pensé à partir ailleurs pour chercher du travail, mais je n'en vois plus d'intérêt. Je peux travailler ici, dans ma ville, aux horaires que je souhaite, tout en gagnant correctement ma vie et en étant tout près de chez moi. Ok, on va faire un cheminement en longueur. Lula Mena est designer. Elle s'inspire de l'artisanat traditionnel du Salvador pour le réinventer, alliant héritage et design contemporain. Elle a notamment imaginé et exposé ses créations entre hamacs et chaises à balancelles au musée d'art du Salvador. Les nids sont inspirés des nids de l'oiseau du Salvador appelé chiltota. C'est une réinterprétation des chaises ou des hamacs que nous utilisons traditionnellement. Ce sont des pièces uniques. Ce projet a permis à 30 femmes de travailler pendant 1 an. Lula travaille avec des communautés de femmes vivant en zone rurale, afin de leur offrir une véritable autonomie grâce à des emplois stables. Aujourd'hui, près d'une centaine d'artisanes travaillent à ses côtés et leurs créations s'exportent dans plus de 15 pays. Ma merveilleuse grand-mère m'a toujours dit de faire de mon mieux avec ce que j'ai, où que je sois. Et j'ai suivi son conseil. J'ai donc mis mon talent au service de quelque chose qui, selon moi, devait avoir un impact sur la vie des femmes et sur celle des enfants. En tant que designer, imaginer travailler sur quelque chose que j'aime et constater qu'en utilisant mon talent, je peux avoir un impact sur la vie des autres, cela remplit mon âme de multiples sources de joie. Voilà. Je voudrais un petit café, s'il vous plaît. Lequel voulez-vous? Americano? Parfait. C'est du café de cette région du Salvador? Oui, il provient des montagnes avoisinantes de Rayua. La ville est entourée de volcans et le café pousse davantage dans ces zones-là qui sont plus fraîches. Raquel! Ismaël, bonjour, comment vas-tu? Moi aussi, je suis très content de te rencontrer, je me faisais un petit café. Un bon café pour bien démarrer la journée. Un café glacé pour moi. Aujourd'hui, nous allons prendre plaisir à découvrir des plats et des saveurs très locales.
des boissons traditionnelles, ainsi qu'une cuisine très particulière. Ça correspond exactement à ce que je voulais faire ici avec toi, découvrir la gastronomie salvadorienne, la culture culinaire de ton pays. Aujourd'hui, je dirais que la gastronomie du Salvador est un savant mélange. Non seulement des influences locales, mais aussi des influences étrangères, comme les coffee shops ou les bubble tea. Ok. Depuis que les Salvadoriens ont émigré partout dans le monde, tu peux voir toutes ces influences partout ici. Ah, il y a une profusion de plats. Ici, tu sens l'odeur raouya, l'odeur d'une délicieuse combinaison d'aliments. Ah, mais j'adore cette ambiance. Je vais te faire goûter la nourriture traditionnelle. Voilà. Bonjour mesdames. Que veux-tu essayer? Un peu de tout? Je crois, ça serait bien ça. Notre alimentation a toujours été à base de maïs et nous le cuisinons de façon très variée, comme les riguas, les gâteaux au maïs, les pupusas ou encore l'atolé. Pourquoi est-ce que c'est cuit dans une feuille comme ça? Parce que c'est un épi de maïs tendre. Ce n'est pas comme avec les pupusas faits à partir d'un maïs plus sec. C'est pourquoi on les cuit ainsi avec des feuilles pour garder l'humidité. Ça ressemble à ça et on les fait dorer sur la plaque. Alors on va goûter ça, on le prend à quoi? Je te conseille le plus traditionnel pour goûter à la douceur et à l'onctuosité du maïs. Gracias. Comme c'est bon. Oui, c'est vraiment délicieux. On dirait un peu une crêpe assez épaisse à la farine de maïs. On sent l'arrière-goût du maïs, mais donc très sucré. Et il y a le fromage qui rajoute un petit élément salé dessus. Ah, c'est très bon. On va vous prendre votre spécialité. Merci. Gracias. On se trouve une petite place par là? Ok. C'est trop cool. Waouh. Ok. Super. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Je crois qu'il y en a un autre qui a envie de tester. Allez, on s'attaque au plat. C'est le plat typique salvadorien. Il s'appelle yuca con chicharrón. Il est à base de manioc et de porc frit. Wow. C'est un plat plein de fraîcheur. Puis c'est beau, il y a de la joie, il y a des couleurs, il y a... Non, vraiment, c'est éclatant. Et pour toi, alors, en tant que chef, quelles influences tu trouves sur un marché comme celui-ci? En quoi ça t'aide à être créatif dans ta cuisine? Cela m'inspire de voir comment il continue d'utiliser les ingrédients locaux, comment il perpétue les traditions. Varier les saveurs, mais aussi les textures, c'est quelque chose que je m'attache à reproduire dans ma cuisine. Ok. Bon, on finit ça, on y va. Vas-y, prends-en. Je m'attendais pas à trouver des pistes comme ça au Salvador. On est sur une route cabossée, mais elle nous emmène vers un lieu magique. Ah, un petit lézard. Les gens le mangent en soupe. Ah, ok. Why not? C'est une longue piste de plus de 8 km. C'est comme une transition vers une véritable déconnexion. Ah ouais, complètement. Ouais. De quoi vivent les gens alors dans cette région? Ils vivent de la culture de la canne à sucre, de l'élevage, mais aussi, plus récemment, de l'activité balnéaire. Ah, le petit paradis, Raquel.
Ah, je suis contente que ça te plaise. Tu sens cette brise qui vient de l'océan? C'est le bonheur ici. Et c'est ton restaurant alors là? Oui, c'est mon restaurant, c'est Roca. Je pouvais pas imaginer ça en arrivant par la route là, tu vois. C'est formidable, Raquel. Hein. La beauté de cet endroit, c'est qu'il n'est pas encore un lieu touristique. Il est encore préservé. Quand tu es arrivé ici, toi, pour la première fois, tu imaginais que tu allais trouver ça? Non, pas du tout. J'avais le même sentiment que toi. J'étais très intriguée par ce que j'allais trouver au bout de cette piste. Mais quand je suis arrivée pile à cet endroit, j'ai vu cette plage, j'ai marché un peu le long et je suis tombée amoureuse du lieu. J'ai su immédiatement que je devais commencer quelque chose ici et travailler avec les locaux. Salut les filles. Salut. On a un invité venu de France, il s'appelle Ismaël. Julie, mon associée Monica, Jocelyne, Diana, Aiden. Toutes ces femmes sont les piliers de Roca. Et elles font vivre ce restaurant tous les jours. Et comment c'était la vie alors ici, il y a quelques années? C'était très différent avant avec les gangs. On n'osait même pas sortir de chez nous. Mais grâce à Dieu, on peut aujourd'hui emmener nos enfants à l'école en toute sécurité. Elle est sympa, Raquel, dans le travail, ça va? Si un jour je suis malade et que je ne peux pas venir travailler, elle est très arrangeante et me dit de me reposer. C'est une super patronne. Je sens qu'il y a énormément de gratitude de la part des dames qui travaillent avec toi ici. C'était vraiment essentiel pour toi, même incontournable, d'embaucher des gens d'ici. Si avec mon associée Monica, nous avions voulu gagner simplement de l'argent, alors nous serions restés à San Salvador ou dans une autre ville. Mais notre vision, c'est d'avoir un impact positif sur la communauté. C'est pourquoi nous souhaitons offrir des opportunités à ces femmes talentueuses, leur offrir les moyens de se professionnaliser, afin qu'elles disposent des outils nécessaires pour s'émanciper et devenir des sources de revenus pour leur famille. Ah, voilà la chef. Il s'agit d'un plat à base de crevettes locales cuites avec du beurre infusé au café. Je l'ai agrémenté avec une purée de bananes plantain flambée au rhum local. Eh ben allons-y, on va goûter ça. Allez. Thank you. Tu sens le goût du café? Oh là là. Alors, c'est vrai qu'il y a le goût des crevettes. Et tout d'un coup, il y a cet arrière-goût de café. Je ne pensais pas qu'on pouvait mêler des fruits de mer avec du café, quoi. Oh, wow, c'est formidable, ça. Eh ben, j'ai fini l'assiette tout seul. J'espère que tu as maintenant un nouveau regard sur le Salvador et surtout sur l'importance de l'indépendance des femmes ici. Ouais, et bravo pour ce que vous faites surtout parce que je trouve qu'il y a tout. Il y a intégrer les gens, leur donner confiance et reconstruire un avenir positif, quoi. Et ça, c'est quand même très fort. Vous êtes des héroïnes perdues au bout du monde. Il fallait que je vienne jusqu'ici pour vous trouver. Aujourd'hui, dans le village d'Olocuilta, réputé pour ses nombreuses pupuserias, on fête la journée nationale de la pupusa, une petite galette fourrée de haricots rouges et de viande. Et ça commence par le concours du plus gros mangeur de pupusa. La pression est forte, il y a pas mal de concurrents. C'est la première fois que je participe. Je me suis motivé, je vais participer à cette compétition pour voir si je peux gagner.
L'objectif, avaler plus de pupusas que les autres concurrents et les mettre hors course. Regardez là, le numéro 7, notre grand vainqueur du concours de l'année dernière. Il les mange 2 par 2. Une mission d'autant plus ardue que cette année, les organisateurs ont épicé la recette avec du piment. Giovanni n'a pas décroché la première place, mais il ne regrette rien de l'expérience. Oui, ça a été un peu difficile. Je reviendrai l'année prochaine pour participer à d'autres compétitions. Et je vais gagner. Quant au gagnant, lui non plus n'a pas trouvé cela si facile. Pour moi qui aime beaucoup manger, ce n'est pas si compliqué d'habitude. Mais le problème, là, c'était le piquant. Ici, j'ai mangé 17 pupusas épicées, mais ailleurs, j'en ai mangé jusqu'à 30. À Oloquilta, on détient le record de la plus grande pupusa au monde. On fait une seule bassine. On va compléter celle-là. Oui, celle-là. À l'abri des regards, une équipe de bénévoles prépare la pâte qui va servir à fabriquer la pupusa géante prévue pour la fête. Pour la production de la plus grande pupusa, nous utilisons 500 livres de farine, 300 livres de fromage, 100 livres de haricots, 100 livres de couenne de porc et 10 livres de loroco. Nous formons une équipe et c'est une fierté de participer à l'élaboration de la plus grande pupusa du monde. Allez, allez, venez! Nous installons la plaque supérieure pour y placer du charbon de bois déjà brûlant, afin de cuire la plus grande pupusa du monde. La préparation commence. La pupusa serait née au XVIIIe siècle dans les communautés indigènes. Mais à Oloquilta, cette petite galette n'est pas faite de maïs comme ailleurs au Salvador. Ici, on la prépare à base de farine de riz. Et ce, depuis les années 30, quand une pénurie de maïs a frappé le Salvador. Là, il y a du porc, là, sur le côté. Sylvia, en vrai chef d'orchestre, dirige la mise en place de la pâte et des ingrédients. Et la recette est plus que précise. Il faut mesurer précisément les quantités pour réussir la cuisson. On met d'abord la pâte sur la plaque et on mélange ensuite les ingrédients de la garniture. Nous sommes les anciennes parmi les cuisinières. Et là, c'est la nouvelle génération. C'est une grande satisfaction d'être ici et de faire cette pupusa. Cela fait partie de notre culture. À Oloquilta, cuisiner une pupusa géante, c'est une tradition depuis 21 ans. Une véritable attraction qui attire chaque année des centaines de curieux. Et cette fois encore, la galette salvadorienne affiche 5,5 mètres de diamètre. Il aura fallu près d'1 heure pour cuire la pupusa. Mais l'attente en valait la peine. Chacun a maintenant le droit de se régaler de cette spécialité emblématique. Mais la cuisine salvadorienne, méconnue à l'international, ne se limite pourtant pas à la pupusa. Alors que le pays se transforme à grande vitesse, la gastronomie au Salvador n'est pas en reste. Nous vous proposons des galettes de maïs garnies, de poulet effiloché façon tinga. Je vous invite à les découper délicatement, les humidifier et les déguster avec plaisir. Le restaurant El Cholo vient d'ouvrir ses portes dans les locaux du musée d'anthropologie de la capitale, San Salvador. Elle est bonne, l'émulsion. Par contre, il faut absolument que tu goûtes les fraises. Elles sont très acides. Le chef Alex Herrera s'y est donné pour mission de faire découvrir la richesse culinaire de son pays. Et pour cela, fort de nombreuses années de recherche à travers le territoire salvadorien, le chef puise son inspiration dans les recettes traditionnelles indigènes. Le poisson, nous l'enveloppons dans une feuille de bananier du jardin. C'est une technique que nous appliquons chaque fois que nous cuisinons le poisson. Le poisson est aussi accompagné d'un peu de beurre et d'ail rôti.
Notre cuisine est très ancrée dans les saveurs traditionnelles, et notamment le maïs. Aujourd'hui, nous le travaillons de 60 manières différentes. L'ADN de notre cuisine est de respecter, de valoriser et de véritablement mettre en scène tout ce qui implique nos peuples d'origine, les communautés autochtones que nous avons rencontrées. Nous restons fidèles à la cuisine ancestrale, notamment avec ce plat, le chicalmiche, qui signifie poisson enveloppé en maya. Nous avons imaginé ce plat à partir des offrandes trouvées dans les premiers vestiges mayas. Autodidacte, Alex est aujourd'hui à la tête du restaurant le plus réputé du Salvador. Et il veut faire changer les mentalités. Les Salvadoriens n'ont pas vraiment pu explorer leur propre pays. Et beaucoup connaissent assez mal leur gastronomie. Ça complique les choses. Du coup, la cuisine de pays que nous proposons n'est pas toujours comprise, simplement parce que le public n'y est pas encore habitué. Mais nous progressons. Et mettre en valeur l'histoire culinaire du Salvador est pour nous une grande fierté. Oh là là, quelle catastrophe. Non, ne t'inquiète pas, moi c'est pire. Ça me rassure. Mais par contre, j'adore cet endroit, c'est extraordinaire. Hein. Il y a des visages, des attitudes. Oui, parce que c'est un lieu authentique. C'est un après-midi normal avec des gens qui se détendent et qui s'amusent. À toi de jouer. Oui. Génial. Bon, Raquel, moi je te propose un truc, on reste là-dessus. Match nul, un partout. Ok, donc j'ai gagné. Mais non, t'as pas gagné du tout. Je suis contente de te montrer un peu notre centre historique et comment ces espaces ont été rénovés. Ça a beaucoup changé ? Oui, la rue était saturée de vendeurs ambulants et de poubelles. En fait, avant d'être président, Nayib Bukele a été maire de San Salvador. D'accord. Il a commencé par construire un grand marché couvert pour relocaliser les petits commerçants dans un endroit sûr. Ça veut dire que dans les années où ce quartier était encore dangereux, on n'aurait jamais pu marcher comme on le fait là ? On se serait certainement fait voler nos portables, c'était vraiment dangereux. Et surtout pour quelqu'un comme moi, avec des tatouages, je devais porter des manches longues. Et avec cette chaleur... Oui, parce que toi, tes tatouages, ça fait pas vraiment tatouage de gang, quoi. Hein. C'est plus des fruits, des légumes, il y a un ananas ici. Donc c'est sûr que si tu risques ta vie pour ça, ça en dit long. Exactement. Et maintenant que les rues sont accessibles, nous redécouvrons nos beaux monuments. Le Palacio Nacional. Oui, par exemple, le Palacio Nacional. Avant, c'était notre congrès. Le président avait son bureau ici aussi. Maintenant, c'est un lieu qu'on peut visiter. Et c'est très beau. Donc cette place, c'est là où se concentrait historiquement le pouvoir salvadorien. Oui, tout à fait. Le pouvoir religieux était très proche du pouvoir politique. Et ce bâtiment-là, alors, c'est quoi ? Alors ça, c'est la toute nouvelle Bibliothèque nationale. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Ah oui. La plupart des visiteurs sont des étudiants. On y trouve même un coin pour les jeux vidéo. Mais pour pouvoir y jouer, ils doivent lire pendant au moins 30 minutes. Ah, d'accord, c'est pas mal ça. Oui, il y a des personnes qui vérifient en leur posant des questions sur ce qu'ils ont lu. Qu'est-ce que ça te fait à toi, qui es salvadorienne, qui aime ton pays, de voir tout ça, tous ces changements ? Nous avions honte de dire que nous étions salvadoriens, ce qui était triste.
Nous étions associés à des choses négatives, les gangs, les meurtres, comme des criminels. Maintenant, je suis patriote et fière de ce que devient mon pays. Bonjour. Voilà. Bienvenue. C'est beau ça. Regarde la place vue d'ici. J'aime voir ce mélange entre les bâtiments modernes, qui représentent les transformations qui s'opèrent dans mon pays, et les bâtiments plus anciens de notre patrimoine historique. Qu'est-ce que tu espères, toi, maintenant, alors, pour l'avenir de ton pays? Je lui souhaite un avenir heureux. Et j'espère aussi que notre gastronomie puisse bénéficier de cette nouvelle ouverture au monde. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Que le mouvement qui a commencé ici, malgré toutes les difficultés que vous avez encore, se poursuive et que vous puissiez trouver une paix réelle où les gens se sentent bien. Et toi, qu'as-tu pensé de mon pays? Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le courage des gens comme toi, comme tous ceux que j'ai rencontrés. Vous m'avez raconté vos vies, vous m'avez fait confiance. Et je trouve que cette force, elle est très inspirante, tu vois. Donc je la garde au fond de moi. Peut-être qu'un jour, elle me servira. Waouh, Ismaël, merci pour tes mots. C'est une belle conclusion. Merci, Raquel. Merci pour tout. Merci à toi. On va aller boire un petit cocktail, là. Ça a l'air bien. Ça va être bien. Bon, les amis, si le Salvador vous manque avec ses lumières extraordinaires et ses paysages à couper le souffle, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour parler de ce voyage, mais aussi de toutes les destinations qui vous intéressent. Et puis, évidemment, très vite, au bout du monde ou juste à côté de chez vous pour de nouvelles aventures. Hasta luego! À bientôt!